toujours de bonne humeur? Oui, par courtoisie, c'est très important. Je pense que Ah oui, mais c'est de l'élégance seulement. on se fabrique le visage qu'on donne aux autres, mais surtout ça a un effet. Si on fait la tête et on se dit allez, je suis de bonne humeur, mais on l'est au bout de 5 minutes. Moi, je pense qu'il n'y a rien au fond. Paul Valéry disait ce qu'on a de plus profond, c'est notre peau. Je crois beaucoup au superficiel. Quel est votre rapport, vous, à la mort? Ben, Ah, mais là, joyeux. tout à coup, on est grave, non? Non, mais joyeux dans la mesure bon où dès qu'on en a conscience très tôt, on sait que chaque journée est précieuse, on sait qu'il faut aimer sa propre vie parce qu'on n'en a pas d'autre. Et moi, je crois que les gens qui gâchent leur vie, c'est qu'ils n'ont pas conscience du fait que ça va s'arrêter. Quand je vois qu'ils perdent du temps, par exemple, je ne supporte pas de perdre du temps, ou qui vont passer des journées à être tristes, ça ne sert à rien. On n'a pas le temps, puis on n'aura pas d'autre vie. Le Petit Prince, il ne meurt jamais? Ah, il est bien ce t-shirt, hein. Je l'ai fait venir du Mexique. Ça s'appelle la Marca del Diablo. C'est beau. Je ne sais pas s'il est. Merci pour le service public. Oui, hein. mais je ne sais pas si l'héritage Saint-Exupéry est d'accord avec ce t-shirt. Mais le Petit Prince ne meurt jamais, je trouve ça très beau. Qu'est-ce qui représente le Petit Prince? C'est ça, le Petit Prince, c'est l'apprentissage du deuil. C'est qu'on explique comment un être qu'on aime va se retrouver dans les étoiles et la vie continue. Et c'est rare d'apprendre la mort dans un conte qui n'est pas triste. Celui-là sert à ça. C'est un point commun que vous avez avec Renaud. Il était notre invité hier et le Petit Prince est tatoué sur son bras. Vous étiez à Nice, la ville où vous êtes né le 14 juillet de cette année. Vous croyez à la force du destin, vous croyez au hasard, à la fatalité, puisque vous n'êtes pas allé sur cette promenade des Anglais. J'y suis pas allé parce que j'étais paresseux et mon fils aussi. Et on a préféré faire des jeux vidéo. Je crois surtout que Nice est dans une situation très difficile parce que c'est une ville dans laquelle il y a moins de cohésion sociale que dans le reste de notre pays. Et les plaies ouvertes de l'attentat, non seulement ne sont pas refermées, mais d'une certaine façon, presque personne là-bas a envie qu'elles se referment. Donc la ville est dans un drôle d'état en ce moment. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le vivre ensemble n'a jamais existé à Nice pour des raisons très vraiment de budgets municipaux, du fait que les communautés et les personnes qui vivent à Nice n'ont pas eu l'habitude de vivre ensemble, n'ont pas appris à vivre Une ensemble. ville très cosmopolite. Oui, mais où les gens ne se croisaient que sur la promenade des Anglais, en fait. Et là, pendant une nuit, des cadavres ont été à ciel ouvert, les gens ont vécu des expériences extrêmement traumatisantes et s'en relèvent avec la colère, avec la haine, avec des choses pas résolues. Je ne suis pas certain que les politiques aident beaucoup. J'ai pas entendu énormément de sagesse dans les discours et locaux et nationaux. J'ai le sentiment qu'on manque de sagesse dans les temps qu'on traverse et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Vous avez une maîtrise de philosophie. Comment ça se traduit dans votre propre vie, la philosophie? J'ai toujours été nul. Hein. Clément Rosset, qui a été mon prof de philo, il me disait à l'époque, mais il m'a envoyé une lettre l'an dernier, il m'a dit « Vous voyez que vous êtes meilleur en bande dessinée ». Pourquoi nul? Parce que j'ai une admiration pour les philosophes. Je les regarde avec beaucoup d'appétit. Mon camarade Raphaël Enthoven, je l'admire énormément, ou Adèle Van Rett. Mais moi-même, je ne suis pas philosophe, je suis dessinateur. Quel est le lien qui relie l'ensemble de votre travail? L'ironie. Il me semble que j'ai toujours envie de me marrer. L'ironie et le surnaturel, enfin le conte et le rire, je crois. Vous dessinez en fait aussi bien pour les adultes que pour les enfants. C'est le même travail? Je crois que pour les enfants, c'est beaucoup plus sérieux. Un enfant va lire pour se construire, un adulte pour se distraire. Il suffit de choisir l'âge du héros. Si le héros est un enfant, ça va être un récit pour enfants. Si le héros est plus âgé, ça va être un récit pour les grands. Mais je m'interdis aucun thème. Regardez la sexualité, par exemple. S'il y a une scène de sexe dans une histoire pour enfants, tant que le héros est un enfant, il va le voir à sa hauteur, il va le comprendre à son niveau, ce ne sera pas choquant. Ce qui serait choquant, c'est d'imposer à de jeunes lecteurs une vision qui n'est pas la leur, une vision qui est une vision écrasante ou d'adulte. Donc il faut s'identifier à son personnage et il faut le suivre avec candeur. Vous avez une responsabilité vis-à-vis de la jeune génération? Je ne crois pas, non. Quand on écrit, il faut être irresponsable. Quand on publie, c'est autre chose. Le moment de l'écriture doit être un moment totalement libre. Après, au moment où on publie, là, ce que je vous raconte pour la suite du Chat du Rabbin, je suis en train d'écrire, j'ai pas envie de choquer, j'ai pas envie de blesser, mais il y a certaines blagues que je fais dont je me dis, ah merde, celle-là, ça va pas passer. Donc vous vous auto-censurez? Et ça, je déteste. Ça, je déteste, mais c'est ce qui m'arrive en ce moment. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être mal compris. Et je m'adresse à une population qui vit en France, qui a plus ou moins la même culture, plus ou moins la même formation. Je m'aperçois qu'il y a une régression dans la manière dont les récits sont perçus. Je suis face à des réactions de violence depuis peu de temps ou d'intolérance que je n'ai pas vues avant, mais qui viennent de tous les côtés. Il me semble que la population qui habite en France en ce moment a de moins en moins envie de débattre, d'où qu'on vienne, qu'il s'agisse d'athées, de musulmans, de juifs, de gens de gauche, de droite, il y a une envie de ne pas débattre, il y a une envie de se mettre en colère, il y a une envie de s'insulter. On a beaucoup glosé sur Nuit debout, comme quoi il y aurait de l'optimisme derrière ça, mais on a une population qui ne parvient plus à débattre aujourd'hui, ou en tout cas qui n'a pas envie de changer d'avis. Et ça me met très très mal à l'aise. Est-ce que vos dessins, justement, ils se sont modifiés aussi depuis l'attentat de Charlie Hebdo?
Non, j'étais plus à ça fait plus de 10 ans que j'avais quitté Charlie. Il y a eu un traumatisme national. Non, ce qui modifie, c'est que pendant les premiers attentats, tous les dessinateurs ont fait des dessins, on les a mis sur Internet parce qu'on s'est dit, on a un deuil à partager. Et quand on s'aperçoit que les attentats deviennent réguliers, on arrête de faire ça. On se dit, OK, si on est en état de guerre, il ne faut plus montrer nos cadavres, il ne faut plus montrer notre chagrin. On doit opposer un mur à nos ennemis, parce que des gens tentent de détruire notre pays ou notre multiculturalisme ou je ne sais pas quoi. Et il faut écrire plus en profondeur. Il faut amener des contes qui pourront être lus plus tard. Il faut amener des récits plus profonds. Je m'aperçois que le petit dessin d'après-attentat qu'on fait sur Internet, on a pu le faire après les attentats de janvier et de Charlie Hebdo. On a pu le faire après les attentats Et de plus novembre. maintenant. Non, puisqu'il y a des attentats tout le temps. Puisque des gens ont décidé que notre pays allait devenir Beyrouth, on ne va pas leur faire le plaisir de leur montrer nos larmes à chaque fois. Qu'est-ce qu'on va montrer? Qu'est-ce qu'on va raconter? Il me semble que les républicains espagnols avaient une littérature qui était martiale, qui était à la fois et de gauche et fraternelle et martiale. Donc les questions que je me pose en ce moment, c'est que faisait Picasso pendant la guerre? Je ne me prends pas pour Picasso, mais je regarde les grands artistes et je m'aperçois qu'il y a des moments pour pleurnicher et il y a des moments au contraire pour affirmer une certaine sérénité, une certaine détermination. Il me semble que parmi les fanatiques religieux, il y a l'idée qu'ils sont là pour 1000 ans, qu'ils sont là pour plein de générations. Ouais, mais nous aussi. Vous vous définissez comme anticlérical. Ça signifie quoi? J'aime le sacré, mais je ne crois pas qu'il appartienne à une catégorie de la population. Il me semble que si Dieu existe, il est tout autant au musée du Louvre que dans des temples. Donc personne n'a le droit de dire... La culture est une religion. Ça, c'est très important, parce que ça n'exclut pas. Et surtout, personne n'a le droit de dire le sacré est dans mon camp et pas dans le tien. J'ai eu la chance de grandir dans une ville de Nice où j'étais invité aussi bien à des fêtes chrétiennes, musulmanes et juives. J'aimerais bien que ça continue maintenant. Moi, je serais beaucoup plus fraternel avec les religieux s'ils étaient plus ouverts. Et je ne peux pas ne pas voir que les religieux sont plus fermés aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Est-ce que, comme Chevènement, Jean-Pierre Chevènement, vous pensez que tout signe religieux doit être discret? Alors moi, je le dirais autrement. Il n'y a rien de pire que d'interdire, mais il est parfois désolant que les populations qui vivent sur notre sol ne s'aperçoivent pas que certains signes peuvent être perçus comme de l'agressivité. Il n'y aurait rien de pire que de dire on va interdire le voile. Simplement, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'une dame qui, sur la plage de Nice, arbore un niqab moins d'un mois après les attentats. Évidemment que la population niçoise va être choquée, pas parce qu'elle est contre une religion en particulier, mais parce que dans ce contexte-là, ça peut passer pour une provocation. Mais il n'est pas question à mes yeux de l'interdire, il est question de regretter que la population religieuse ne mesure pas qu'il y a des signes qui n'apaisent pas. Je peux le dire en d'autres mots. Hein. Si des gens s'habillaient en Lubavitch pour poser des bombes, je ne m'habillerais pas en Lubavitch. Voilà. Et j'ai dit une autre phrase qui est l'inverse il y a quelques mois, mais qui est vraie aussi. Si on m'interdisait l'équipage, je la porterais exprès pour embêter tout le monde. Donc il faut naviguer là-dedans. Il faut naviguer entre le danger d'humilier une population et en même temps le fait d'être assez éveillé au fait que certaines manifestations ne sont pas du tout spontanées, sont organisées et font partie, d'agite-prop assez nauséabondes parfois. Si je vous dis l'arabe du futur, vous me répondez quoi et qui? C'est mon camarade d'atelier, c'est Riyad Satouf, pour qui j'ai une admiration sans borne. Il sort d'ailleurs l'arabe du futur numéro 3, là, le 6 octobre. Alors on est allé le voir. C'est gentil. Afin d'en savoir un petit peu plus sur vous. C'est gentil. Riyad Satouf. Ce serait un peu comme Balou dans Mowgli. C'est-à-dire que c'est à la fois un ours assez sympa et que c'est quand même un ours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'embêter. Je pense qu'il peut décapiter d'un coup de patte. Mais il est sympa. Peut-être la gourmandise dans le fait de vouloir manger plein de choses. Je ne sais pas si c'est un défaut. Je crois qu'il fait un régime ces temps-ci. On a fait un rêve qu'on a fait tous les deux, en fait, où on perdait notre zizi. Lui, un jour, il arrive dans l'atelier, puis il me dit « Oh, j'ai rêvé que j'ai perdu mon zizi cette nuit. » Alors je fais « Ah ouais, moi aussi, ça m'arrive de temps en temps. Sauf que je regardais, en fait, j'en avais 4. » Ça pourrait être un Pachycephalosaurus. C'est un dinosaure qui avait un très gros crâne. Et en fait, depuis que je suis petit, je suis certain que ces dinosaures maîtrisaient la télépathie ou la parole à distance, parce qu'en fait, leur crâne est gigantesque. Et je pense que c'est les plus évolués des dinosaures. Ce serait une odeur de rien du tout, parce que de tous les copains que je connais, j'ai toujours senti à un moment leur odeur de sueur ou un truc comme ça. Lui, jamais. Donc, je sais pas avec quoi il se lave, mais il sent extrêmement bon tout le temps. C'est moi. Moi, avec un habit de bédouin un peu nu. Je sais. Je sais qui c'est, que je sais qu'on sait que nous savons. C'est vous?
C'est Christophe Bloch qui va être jaloux. Ça vous ressemble bien? Oui. Alors en fait, mon secret, c'est que je me mets du déodorant pour nana. J'ai pas de parfum, je me lave bien et je mets du déodorant pour D'accord, fille. écoutez, c'est bon à savoir. Voilà, ça c'est la chose importante. Oui. La chose plus importante, et c'est dérangeant à dire parce que c'est un ami proche, je crois que Riyad Satouf est le plus grand écrivain français actuel. Et je pèse mes mots. C'est comme si Houellebecq avait en plus de la tendresse et de la compassion. Et il a une manière de décrire le monde qui est... Mais c'est un magicien un peu. C'est-à-dire des fois, il nous décrit des abominations et après, elles arrivent. Donc au début, on disait c'est le Riyad World. Et après, on s'aperçoit que tout ce qu'il décrit arrive. Et il est à un lieu Donc où... visionnaire. Riyad, c'est un visionnaire. Riyad, c'est si Hergé avait vécu aujourd'hui et s'il avait été plus intelligent qu'Hergé, ça aurait donné Riyad. Vous avez boycotté d'ailleurs tous les deux le dernier festival d'Angoulême parce qu'aucune femme n'était sélectionnée. À quoi, selon vous, se tient ce sexisme, cette misogynie? Non, c'est pas ça. Je pense que c'est des grands couillons. À Angoulême, c'est pas méchant. C'est les types qui sont machos sans le savoir ou qui n'ont pas réfléchi au truc. Mais ce qui est génial, c'est que dans leur Vous comité, trouvez pas ça méchant, vous? Mais dans leur comité, il y avait quand même la présidente des chiennes de garde, vous voyez, donc on peut pas dire. Je pense qu'ils n'y ont juste pas pensé, et c'est peut-être ça le plus grave, quand on parle souvent de discrimination, il peut y avoir une discrimination passive de gens qui n'ont pas réfléchi au problème et tout. Alors c'est dommage qu'il faille en venir à des boycotts ou des machins comme ça. Moi, j'aimerais mieux qu'on discute. Et en même temps, dès qu'on dit un truc pour une cause, après ça part tellement, et après ça me saoule moi-même en fait. J'ai revoyé une interview c'est Yourcenar qui parlait de féminisme et qui disait c'est formidable le féminisme pour l'égalité des salaires, etc. Quel dommage que parfois il faille se lever contre l'homme. Florence Estac a été la seule d'ailleurs à obtenir un prix au Festival d'Angoulême et elle sera avec nous dans une quinzaine de jours. Est-ce que la BD, elle est sexuée? Elle l'est, mais récemment. C'est pour ça qu'il y a eu si peu de femmes pendant longtemps, c'est que les lecteurs étaient que des garçons, c'était des magazines pour garçons, et ça a changé heureusement. Et oui, c'est un lieu formidable pour raconter le genre, pour raconter les problématiques de genre, parce qu'on se dessine et on est face aux représentations qui peuvent être caricaturales, de la sexualité, du désir, de l'adolescence. Donc oui, c'est un domaine intéressant. Peindre une femme toute nue, c'est un acte sacré? On voit beaucoup oui. de nus dans celui-ci, Oui, parce oui. que... Je l'ai pas peinte, je l'ai dessinée. Si j'étais une femme, je m'épouserais. Ça aussi dans quelques jours. C'est affolant tout ce que. Moi, je précise que c'est un ouvrage qui a été fait il y a à peu près 1 an et demi ou 2 ans. Depuis, je suis plus du tout seul. Donc voilà. Mais ça, c'était une amie qui est venue à la maison pour toute autre chose. Et au milieu de la discussion, je lui ai dit mais t'as jamais posé pour moi? Bah non, j'ai jamais posé pour toi. Je précise, il y a rien de nu entre nous. Et tout d'un coup, je dis bah déshabille-toi. Et on continue à discuter. Et elle se déshabille et je la dessine. Et j'ai laissé les dessins dans le carnet parce que je trouvais ça mignon. Vous dites que couvrir les corps, c'est couvrir les idées. Je suis sûr de ça. Quand une femme peut se promener court vêtue dans la rue et qu'on l'embête pas, ça veut dire qu'elle est respectée, ça veut dire qu'on est dans un pays de liberté. Quand une femme est obligée de se protéger du désir de l'homme, on va commencer à cacher toutes sortes de choses. Et c'est dans les familles qu'on règle tout ça. C'est dans l'organisation d'une famille, dans le fait que personne n'a à dire à une femme ce qu'elle doit porter ou ce qu'elle doit faire. Et qu'on le veuille ou non, c'est un marqueur de civilisation très fort. C'est quelque chose qui autorise l'espace public. Fin de la parenthèse, ça c'est consacré plutôt à Dali, avec une exposition aussi à l'espace Dali dans le 18e. Est-ce que c'est vrai? C'est une légende que vous êtes enfermé pendant quelques jours dans un hôtel avec la fameuse photo là, de Dali et les 4 femmes nues. Et vous avez fait la même chose? C'est absolument vrai. Mais c'était un stratagème parce que je voulais raconter cette histoire. Donc c'est un artiste qui s'enferme avec 4 nanas toutes nues dans un hôtel particulier. Elles doivent poser nues, mais parmi les modèles, il y a son ex qui arrive en string et qui dit « je te préviens, je vais poser en string ». Ce à quoi il répond « je te préviens, je vais dessiner ton string ». Et ils se disputent pendant tout l'album. C'est une comédie un peu sombre. Mais j'espère que ça fait marrer. Oui, c'est cette fameuse photo. Hein. Ça m'a fasciné. Oui, Salvatore Dali au premier plan et ces 4 femmes qui posent. Voilà. Donc vous avez en fait revécu cette scène-là. C'est exactement ça. C'est un art mineur, la BD? J'aimerais bien. Parce que tant que c'était vraiment un art mineur, on nous fichait une paix royale. Maintenant, on a acquis les mêmes maladies que la littérature générale ou que l'art contemporain, c'est-à-dire qu'on a un appareil critique déficient, on se déteste tous, donc le showbiz nous est tombé dessus. Il y a de la compétition? Beaucoup entre vous? Oui, mais c'est moins dégueulasse que chez les écrivains. Parce que les auteurs de BD sont assez bruts, assez simples. S'il y en a un que vous n'aimez pas, il va vous en mettre une et ça va être réglé. Tandis que les écrivains, parce que je vois ça, je vais dans les salons littéraires maintenant, ils se mettent à la même table pour se dire du mal l'un de l'autre. Par exemple, parmi les auteurs de BD, mon camarade Manu Larsenet, que j'admire au-delà de tout, si vous lui dites que vous n'aimez pas son travail, il va vous mettre un coup de poing puis ça va être réglé. Tandis que quand vous êtes au Festival du Livre de Nancy et que vous avez ces messieurs écrivains tous goncourisables à la même table, ils se haïssent
ils se le disent, et ils passent toute la... Donc je pense qu'en bande dessinée, on se déteste autant, mais au moins quand on s'aime pas, on bouffe pas à la même On est table. moins hypocrite. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous lie à Mathias Malzieu? Mathias Malzieu, on s'est rencontrés il y a une quinzaine d'années quand il venait de perdre sa maman. Je lui ai offert son premier ukulélé et on est inséparables parce que je crois qu'on a les mêmes goûts pour un peu Peter Pan, l'imaginaire, les rêves. C'est mon grand copain. J'oublie Presque un même, frère? oui, et j'oublie même à quel point il est célèbre et à quel point il a une œuvre à côté ou quoi, parce qu'on a une relation presque de grand petit garçon, quoi.